Et si les films les plus effrayants jamais réalisés n'étaient pas en couleur, en images de synthèse, ou même avec du son? Avant les sursauts et le gore, l'âge d'or d'Hollywood entre les années 1920 et 1960 a créé de l'horreur qui s'insinuait sous votre peau en utilisant les ombres, le silence et les recoins les plus sombres de la psychologie humaine. Ce n'étaient pas seulement des films, c'étaient des expériences de terreur interdites pendant des décennies, condamnées par les censeurs et réputées maudire leurs créateurs. C'est exact, sous le vernis poli du cinéma classique se cache une collection de films si troublants, si cauchemardesquement efficaces qu'une fois vus, ils se tatouent à jamais dans votre psyché. Aujourd'hui, nous plongeons dans les recoins les plus sombres de l'horreur classique, des films qui ont choqué à l'époque et nous troublent encore aujourd'hui. Le cabinet du Dr Caligari, 1920. Imaginez être plongé dans le cauchemar de quelqu'un d'autre. C'est essentiellement ce que l'on ressent en regardant le cabinet du Dr Caligari. Ce chef-d'œuvre expressionniste allemand suit un hypnotiseur qui utilise un somnambule pour commettre des meurtres. Le réalisateur Robert Wiener a créé un monde tordu de ombres déchiquetées, de décors déformés et de toiles de fond peintes qui semblent crier de douleur visuelle. Le film met en vedette Werner Krauss dans le rôle du sinistre Caligari et Conrad Veidt dans celui du tueur somnambule César. Ce qui rend ce film si profondément troublant, ce n'est pas seulement son style visuel révolutionnaire, mais son profond malaise psychologique. Il est largement considéré comme le premier véritable film d'horreur et a été pionnier du dénouement surprenant. Tourné pour seulement 20 000 marks en 1920, ce cauchemar à petit budget a influencé tout, des esthétiques gothiques de Tim Burton aux thrillers psychologiques comme Shutter Island. Ces angles tordus et ces ombres ne sont pas seulement des choix artistiques, ce sont des manifestations d'un esprit fracturé qui vous laisseront remettre en question la réalité bien après le générique. 100 ans plus tard, ce film ressemble toujours à un cauchemar fiévreux dont vous ne pouvez vous défaire. Nosferatu 1922. Avant les vampires scintillants et les suceurs de sang romantique, il y avait le comte Orlok, le premier et peut-être le plus terrifiant vampire du cinéma. L'adaptation non autorisée de Dracula par F.W. Murnau met en vedette Max Schreck dans le rôle d'un démon à visage de rat apportant la peste, dont l'ombre seule suffit à glacer votre sang. Ses doigts allongés, ses yeux morts, ce mouvement non naturel, ce n'est pas un héros romantique incompris, c'est la mort incarnée. La production elle-même est entourée de folklore étrange. La légende raconte que certains membres de l'équipe croyaient que Schreck était un véritable vampire, étant donné sa performance dévouée et sa nature recluse sur le plateau. La succession de Bram Stoker a intenté un procès pour l'adaptation non autorisée, obtenant une ordonnance du tribunal pour faire détruire toutes les copies. Heureusement, certaines copies ont survécu. Les scènes de l'ombre d'Orlok montant les escaliers, tandis que ses mains squelettiques s'étendent, figurent toujours parmi les cauchemars les plus primaires du cinéma. La connexion du film avec l'imagerie réelle de la peste lui confère une horreur subconsciente qui résonne encore plus puissamment dans notre monde post-pandémique. Regardez-le une fois et le comte Orlok visitera vos rêves pour toujours, se levant comme un cadavre rigide de son cercueil. Freaks, 1932. L'un de nous. Ce chant vous hantera longtemps après avoir regardé le controversé Freaks de Todd Browning. Le film suit une trapéziste qui épouse un artiste de foire pour son héritage, seulement pour faire face à la colère de la communauté du carnaval lorsque son stratagème est découvert. Ce qui rend ce film si profondément troublant, c'est la décision révolutionnaire de Browning de faire appel à de véritables artistes de foire avec de réelles différences physiques. Le film était si choquant pour le public de 1932 qu'il a été interdit dans de nombreux endroits pendant des décennies. Une femme a même menacé de poursuivre MGM, affirmant que le film lui avait causé une fausse couche. L'aspect le plus troublant n'est pas la célèbre scène de vengeance où les monstres transforment la belle trapéziste en femme canard pendant un orage. C'est la manière dont le film oblige les spectateurs à confronter leurs propres préjugés. Todd Browning, qui s'est enfui pour rejoindre le cirque dans sa jeunesse, a créé un film qui était des décennies en avance sur son temps en humanisant ses sujets tout en utilisant simultanément le malaise du public comme une arme. MGM a réduit le film de 90 à 64 minutes après des projections test désastreuses et la fin originale était apparemment si dérangeante que la version complète ne sera jamais vue. Certains tabous semblent rester infranchissables même presque un siècle plus tard. Un chien andalou, 1929, 5 minutes après le début du cauchemar surréaliste de Luis Buñuel et Salvador Dali, vous assisterez à l'un des moments les plus écœurants du cinéma, une lame de rasoir tranchant le globe oculaire d'une femme en gros plan. Ce film surréaliste de 16 minutes
ne suit aucune narration conventionnelle, mais assaille plutôt les spectateurs avec une série d'images déconnectées et profondément troublantes, conçues pour provoquer des réactions émotionnelles brutes. L'œil en question appartenait en fait à un veau mort, mais l'impact viscéral reste intact près d'un siècle plus tard. Buñuel aurait porté des pierres dans ses poches lors de la première, s'attendant à une émeute de spectateurs outrés. Au lieu de cela, le film est devenu une sensation parmi l'élite artistique, avec des fourmis sortant d'un trou semblable à un stigmate dans la main d'un homme, des pianos chargés d'ânes morts, et des images sexuelles qui choquent encore aujourd'hui. Un chien andalou contourne votre esprit rationnel pour accéder à quelque chose de primal. C'est profondément troublant car il fonctionne selon la logique du rêve, établissant des connexions que votre esprit conscient rejette, mais que votre subconscient reconnaît. Ce n'est pas seulement un film que l'on regarde, c'est une expérience qui infecte votre psyché, laissant des images qui ressurgissent dans vos cauchemars pendant des années. The Most Dangerous Game, 1932. Quoi de pire que d'être chassé comme un animal? Ce thriller précode suit un chasseur de gros gibier nommé Rainsford, qui se retrouve échoué sur une île appartenant au dérangé comte Zaroff, qui chasse des humains pour le sport. Les réalisateurs Irving Peckel et Ernest B. Schoedsack ont créé un thriller tendu avec Joel McCrea et Fay Wray qui reste troublant avec son postulat brutal. Le film partage des décors de jungle et certains membres du casting avec King Kong qui était tourné simultanément pour économiser des coûts. Ce qui est particulièrement troublant dans cette adaptation de la célèbre nouvelle de Richard Connell, c'est le sadisme joyeux du comte Zaroff. L'acteur Leslie Banks apporte un charme aristocratique à son interprétation qui rend sa dépravation encore plus inquiétante. Le moment le plus troublant du film survient lorsque nous voyons la salle des trophées de Zaroff, complète avec des têtes humaines préservées montées sur le mur. Pour un public de 1932, une telle imagerie explicite était choquante. Sortie avant l'application stricte du code Hays, les chasses du comte Zaroff explorent la capacité de l'humanité à la cruauté d'une manière que les films grand public ne pouvaient plus aborder pendant des décennies. Son concept a été refait d'innombrables fois, mais la représentation brute de l'humain chassant l'humain dans l'original conserve son pouvoir de troubler. L'île des âmes perdues, 1932. Ne sommes-nous pas des hommes? Cette adaptation glaçante de L'île du Dr Moreau de H.G. Wells met en vedette Charles Laughton dans le rôle d'un scientifique fou menant des expériences chirurgicales qui transforment des animaux en créatures humanoïdes sur une île isolée. Le réalisateur Erle C. Kenton a créé un film si troublant qu'il a été interdit dans plusieurs pays et rejeté par le British Board of Film Censor jusqu'en 1958, plus de 25 ans après sa sortie. Les aspects les plus troublants du film proviennent du Dr Moreau, interprété par Laughton avec une cruauté décontractée, et de la performance de Bela Lugosi en tant que le prophète de la loi, un homme bête partiellement transformé. Les scènes dans la maison de la douleur où Moreau réalise ses expériences de vivisection étaient considérées comme inacceptables pour le public de 1932. Bien que les spectateurs modernes ne voient pas la chirurgie elle-même, les cris et les implications sont souvent plus troublants que la violence explicite. Ce qui rend vraiment ce film cauchemardesque, c'est la façon dont il remet en question les frontières entre l'humain et l'animal, et positionne la curiosité scientifique sans contraintes éthiques comme la véritable monstruosité. Lorsque les hommes bêtes se révoltent enfin contre leur créateur, la scène de la mort de Moreau, où il est traîné sur sa propre table d'opération pour goûter à sa propre médecine, offre une justice poétique si sombre qu'elle choque encore aujourd'hui. M. 1931. Attends un peu, ça ne sera pas long. L'homme en noir sera bientôt là. Avec sa lame de couperet si précise, il te réduira en chair à pâté. Des enfants chantant cette comptine ouvrent le chef-d'œuvre psychologique de Fritz Lang sur un meurtrier d'enfants, Peter Lorre, traqué à la fois par la police et le milieu criminel à Berlin. Ce film dérange non pas par des menaces surnaturelles, mais en examinant les impulsions les plus sombres de l'humanité. Le premier film sonore de Lang utilise le silence et le son avec une précision révolutionnaire. Le sifflement obsédant du meurtrier dans l'antre du roi de la montagne annonce une horreur imminente sans montrer de violence. Ce qui est le plus troublant, c'est le monologue culminant de Peter Lorre, où il supplie qu'il ne peut pas s'empêcher d'avoir des pulsions meurtrières. « Je ne peux pas m'en empêcher. Je n'ai aucun contrôle sur cette chose maléfique qui est en moi. » Cette représentation du mal compulsif et incontrôlable était révolutionnaire pour 1931. Le film a ensuite été utilisé comme propagande nazie contre Lorre, qui était juif et a fui l'Allemagne peu après sa sortie. M dérange, parce qu'il suggère que les monstres ne sont pas des créatures surnaturelles, mais des hommes à l'apparence ordinaire qui marchent parmi nous, luttant contre des démons intérieurs qu'ils ne peuvent vaincre.
Lange a affirmé que le film a été inspiré par un véritable tueur en série appelé le vampire de Düsseldorf, qu'il a étudié en visitant des asiles psychiatriques. Cette base dans la réalité confère à M un pouvoir troublant que l'horreur surnaturelle peut rarement égaler. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, 1931. Frederick March a remporté un Oscar pour son double rôle dans l'adaptation troublante de Rouben Mamoulian du conte classique de Robert Louis Stevenson. Sa transformation du gentil et respecté Dr. La transformation de Jekyll en l'horrible Mr. Hyde reste l'une des scènes les plus viscérales et inconfortables du cinéma. En utilisant des filtres colorés et du maquillage qui apparaissait progressivement à l'écran, Mamoulian a créé une transformation qui impressionne encore aujourd'hui. Ce qui rend ce film précoce vraiment troublant, c'est la manière explicite dont il explore le sadisme sexuel. Le Hyde de March ne se contente pas de commettre des violences aléatoires, il tourmente et abuse systématiquement d'une jeune serveuse nommée Ivy. Leurs scènes ensemble présentent une agressivité sexuelle inconfortable rarement vue dans les films de cette époque. Hyde est dépeint non seulement comme maléfique, mais comme l'incarnation des désirs refoulés de Jekyll, un cauchemar freudien déchaîné sur le Londres victorien. La représentation sans détour de la torture psychologique et physique dans le film était trop pour les censeurs une fois le code Hays appliqué. Les versions ultérieures ont été fortement éditées, supprimant environ 8 minutes de matériel répréhensible. La version originale non coupée n'a pas été largement disponible à nouveau avant les années 1980, lorsque le public moderne a enfin pu découvrir toute la puissance troublante de la performance de March et l'exploration psychologique de Mamoulian sur la double nature de l'humanité. Le Chat Noir, 1934. La première collaboration des icônes de l'horreur Boris Karloff et Bela Lugosi offre l'un des films les plus sadiques et pervers des années 1930. Réalisé par Edgar G. Ulmer, ce film n'a rien à voir avec l'histoire d'Edgar Allan Poe, malgré l'emprunt du titre. Au lieu de cela, il suit un couple en lune de miel qui se retrouve piégé dans la maison ultramoderne de Hjalmar Polzik, un architecte et chef de culte satanique qui conserve des femmes mortes dans des vitrines en verre. Le film est une vitrine de perversions qui ont d'une manière ou d'une autre échappé aux censeurs. Nécrophilie, culte satanique, torture, vengeance et inceste sont tous sous-entendus. Le personnage de Karloff a épousé à la fois la femme et la fille de son ennemi, Vertagast. Le film culmine avec l'une des scènes les plus troublantes de l'horreur classique. Le personnage de Lugosi, ayant capturé Karloff, l'attache à un support d'embaumement et commence à l'écorcher vif. « As-tu déjà vu un animal écorché, Hjalmar » demande-t-il avec une joie sadique. Bien que nous ne voyions pas l'écorchement réel, les ombres, les sons et les réactions créent une tension insupportable. Sorti juste avant l'application stricte du code de production, The Black Cat explore des profondeurs de la dépravation humaine rarement égalées même aujourd'hui. Il n'est pas étonnant que le film le plus rentable de Universal en 1934 ait également été le plus tordu. Vampire, 1932. Vampire de Carl Theodor Dreyer n'est pas votre film de vampire typique. C'est plutôt comme un cauchemar éveillé capturé sur celluloïd. Suivant un jeune homme enquêtant sur une activité de vampire dans un petit village, le film utilise un style visuel intentionnellement flou, onirique et un dialogue minimal pour créer un profond sentiment de désorientation et de terreur. Le film met en vedette Julian West, en réalité le baron Nicolas de Gunzburg, qui a financé le film dans le rôle de notre protagoniste qui vit des phénomènes de plus en plus bizarres et terrifiants. Ce qui rend Vampire si profondément troublant, c'est son travail de caméra subjectif et ses séquences surréalistes qui brouillent la frontière entre la réalité et le cauchemar. La séquence la plus célèbre montre notre protagoniste vivant son propre enterrement depuis l'intérieur du cercueil, regardant à travers une fenêtre en verre alors qu'il est porté à sa tombe. Une autre scène inoubliable montre un homme étouffé par de la farine dans un moulin, sa forme fantomatique blanche disparaissant lentement sous la poudre blanche. Tournée sur place dans une usine abandonnée en France, la production a été hantée par des difficultés techniques, car Dreyer insistait pour filmer uniquement à l'aube ou au crépuscule afin de capturer la lumière éthérée parfaite. Vampire a échoué commercialement lors de sa sortie, mais a depuis été reconnu comme l'une des plus grandes expériences cauchemardesques du cinéma. Son influence se retrouve dans tout, des films de David Lynch aux films d'horreur modernes d'art et essai. Ce n'est pas un film que l'on regarde simplement, c'est un film qui vous hante et vous possède.
Exxon, 1952. Imaginez un documentaire qui est aussi un film d'horreur. C'est le Exxon bizarre de Benjamin Christensen, La sorcellerie à travers les âges. Cette production suédo-danoise combine des reconstitutions historiques, des éléments documentaires et des images d'horreur pour explorer la persécution historique des sorcières à cause d'une mauvaise compréhension de la maladie mentale. Christensen lui-même joue le diable dans des séquences troublantes, montrant les conceptions médiévales de la sorcellerie. Les scènes les plus notoires du film dépeignent des messes noires où des femmes âgées nues embrassent le postérieur du diable, des sorcières donnant naissance à des démons et des nonnes possédées en masse. Ces séquences étaient si choquantes que le film a été interdit aux États-Unis et fortement censuré ailleurs. Ce qui rend Exxon particulièrement troublant, c'est sa représentation sans détour des méthodes de torture utilisées lors des procès de sorcières. Des vis à pouce, l'étirement sur le chevalet et d'autres dispositifs médiévaux sont démontrés avec un détail clinique. Le film a coûté plus de 2 millions de couronnes suédoises à produire, ce qui en fait le film muet scandinave le plus cher jamais réalisé. Christensen a passé des années à rechercher des documents réels de procès de sorcières pour créer ces reconstitutions troublantes. Le mélange de présentation savante et d'images horrifiantes du film crée une dissonance cognitive qui reste profondément perturbante. En regardant Exxon, vous ne savez jamais si vous regardez un document historique sérieux ou un film d'horreur d'exploitation. Et cette ambiguïté est précisément ce qui le rend si troublant. Le fantôme de l'opéra, 1925. Le maquillage autoconçu par Lon Chaney pour la scène de dévoilement dans ce classique muet a fait s'évanouir le public dans les salles. L'adaptation du roman de Gaston Leroux par le réalisateur Rupert Julian suit le fantôme défiguré qui rôde sous l'Opéra de Paris, obsédé par une jeune chanteuse. Bien que beaucoup se souviennent des éléments romantiques, le film contient des moments véritablement terrifiants qui ont choqué le public des années 1920. Le film a coûté à Universal la somme alors énorme de 632 357 $, mais a rapporté plus de 2 millions de dollars, consolidant l'horreur comme un genre lucratif. La célèbre scène de dévoilement a été commercialisée avec des infirmières postées dans les théâtres, une astuce publicitaire qui s'est avérée inutile lorsque les spectateurs se sont réellement évanouis. Ce qui rend le film vraiment troublant au-delà du maquillage iconique de Chaney, c'est la torture psychologique du fantôme envers ses victimes. La séquence où il piège les spectateurs de l'opéra dans une chambre inondée tout en riant de manière maniaque révèle la profondeur de sa folie. L'utilisation du Technicolor précoce pour la scène du bal masqué dans le film crée une qualité cauchemardesque saisissante qui renforce l'horreur. Chaney, connu comme l'homme aux 1000 visages, a enduré une douleur atroce pour sa transformation, utilisant des crochets en fil de fer pour tirer ses narines et ses yeux en arrière, créant une apparence de tête de mort qui reste l'une des images les plus emblématiques de l'horreur. Une fois vu, le visage du fantôme et la folie qui s'y cache sont impossibles à oublier. The Old Dark House, 1932. James Whale a suivi Frankenstein avec ce récit de maison hantée étrangement délirant, mettant en vedette Boris Karloff, Charles Laughton et Gloria Stewart. Un groupe de voyageurs cherche refuge contre une tempête dans un manoir gallois habité par la bizarre famille Femme et leur majordome muet et défiguré, Morgan Karloff. Ce qui semble être une nuit sombre et orageuse standard se transforme rapidement en quelque chose de bien plus étrange et troublant. La qualité dérangeante du film provient de son ton imprévisible, alternant entre humour macabre et véritable terreur. Morgan de Karloff devient de plus en plus ivre et violent au fur et à mesure que la nuit avance, libérant finalement le secret le plus sombre de la famille depuis le dernier étage, un patriarche pyromane de 102 ans, joué par une femme, mais présenté comme un homme dans le film. Ce qui dérange le plus dans The Old Dark House, c'est la façon dont il subvertit les attentes du genre qu'il a contribué à créer. Les personnages qui semblent être des méchants deviennent sympathiques, tandis que des personnages apparemment innocents cachent de sombres secrets. Le film a été considéré comme perdu pendant des décennies, jusqu'à ce que le réalisateur Curtis Harrington retrouve une copie dans les archives d'Universal dans les années 1960. Les spectateurs modernes sont encore troublés par les sous-entendus sexuels du film, en particulier par l'obsession troublante du personnage d'Eva Moore pour la beauté et la jeunesse de Gloria Stewart. Ce n'est pas juste un film de maison hantée, c'est une exploration psychologique des secrets de famille, de la répression et de la folie qui semble étonnamment moderne près d'un siècle plus tard. White Zombie, 1932. Avant que George Romero ne réinvente les zombies en goules mangeuses de chair, ce film d'horreur atmosphérique présentait le concept haïtien original des zombies comme des âmes asservies.
Bela Lugosi joue le rôle de Murder Legendre, un maître vaudou qui contrôle des zombies travaillant dans son moulin à sucre. Lorsqu'un propriétaire de plantation demande à Legendre de faire en sorte qu'une femme l'aime, Legendre la transforme plutôt en esclave zombie, son âme piégée dans un état proche de la mort, tandis que son corps obéit à ses ordres. Les réalisateurs Victor et Edward Halperin, a tourné cette production indépendante pour seulement 50 000 $ en seulement 11 jours, en utilisant des décors de films d'horreur de Universal. La puissance troublante de White Zombie vient de son sous-texte colonial et de ses sous-entendus sexuels. L'imagerie des travailleurs noirs sans esprit travaillant sans repos dans l'usine fait directement référence à l'histoire de l'esclavage en Haïti, tandis que l'intrigue se concentre sur une femme à qui l'on vole son autonomie et qui est transformée en objet passif. La scène où Madeleine joue du piano dans un état presque catatonique, ses yeux vides mais d'une certaine manière souffrants, incarne l'horreur existentielle au cœur du film, la conscience piégée dans un corps non réactif. Bien que critiqué lors de sa sortie, White Zombie a été réévalué comme un film d'horreur pionnier qui utilise des images gothiques pour explorer des thèmes profondément troublants de pouvoir, de contrôle et de colonialisme. Ces yeux vides des zombies représentent des peurs bien plus profondes que n'importe quel cadavre mangeur de chair. Mad Love, 1935. Les débuts hollywoodiens de Peter Lorre le voient jouer le Dr Gogol, un brillant chirurgien obsédé par une actrice qui se produit dans un théâtre de l'horreur. Lorsque le mari pianiste de celle-ci perd ses mains dans un accident, Gogol les remplace par les mains d'un meurtrier lanceur de couteaux récemment exécuté. Le réalisateur Karl Freund, qui était le directeur de la photographie sur Metropolis et a réalisé La Momie, crée un film où les visuels expressionnistes allemands rencontrent l'horreur du Grand Guignol. Le slogan marketing du film vous dit tout. Les griffes de la terreur vous saisissent dans une toile de folie maléfique. Ce qui rend Mad Love particulièrement troublant, c'est la performance de Peter Lorre dans le rôle de Gogol, chauve et aux yeux globuleux, dont l'obsession se transforme progressivement en une psychose complète. Dans la scène la plus troublante du film, Gogol enfile un étrange collier métallique et une cape pour se faire passer pour le meurtrier exécuté, Rollo, convainquant le pianiste que ses nouvelles mains le poussent à tuer. La scène où Gogol caresse une statue de cire de l'actrice tandis qu'un chat observe est terriblement inquiétante sans montrer aucune violence. Bien qu'un échec au box-office, le film a été défendu par Charlton Hepburn et plus tard par des cinéastes comme Martin Scorsese. Orson Welles a dit que c'était son film d'horreur préféré. Mad Love dérange parce qu'il dépeint l'obsession comme une descente progressive dans la folie, où l'amour devient indiscernable de la possession et de la torture. Son mariage de l'horreur psychologique et corporelle était en avance de plusieurs décennies sur son temps. L'homme-loup, 1941. Même un homme au cœur pur qui dit ses prières la nuit peut devenir un loup quand la fleur de loup s'épanouit et que la lune d'automne est brillante. Ce poème obsédant traverse le récit tragique de monstres de George Wagner avec Lon Chaney Jr. En tant que Larry Talbot, un homme qui retourne dans sa maison ancestrale au pays de Galles pour être mordu par un loup-garou et maudit à devenir lui-même un loup-garou. Contrairement à de nombreux films de monstres, The Wolfman présente sa transformation surnaturelle comme une métaphore de la rage incontrôlable et des démons intérieurs. Le film a coûté environ 180 000 $ à produire et est devenu l'un des films de monstres les plus réussis d'Universal. Les scènes de transformation ont nécessité que Chaney reste immobile pendant des heures pendant que le maquillage était appliqué par étapes. Ce qui rend le loup-garou si durablement troublant, ce n'est pas le monstre lui-même, mais l'horreur psychologique de Larry Talbot, un homme bon qui doit se voir devenir un tueur. La scène où Larry regarde ses pieds se transformer de loup en humain après avoir tué un homme innocent capture une horreur existentielle plus profonde que n'importe quel sursaut. La performance de Chaney en tant qu'homme torturé par sa propre nature apporte un véritable pathos à ce qui aurait pu être un simple film de monstre. Le personnage reviendrait dans 4 suites, mais aucune n'a capturé le trouble psychologique de voir un homme qui sait qu'il devient quelque chose d'incontrôlable. À travers The Wolfman, nous confrontons notre propre capacité à la violence et le mince vernis de civilisation qui contient nos instincts les plus bas. The Body Snatcher, 1945. Le producteur Val Lewton et le réalisateur Robert Wise créent un chef-d'œuvre d'horreur psychologique inspiré librement des meurtres de Burke et Hare qui ont terrorisé Édimbourg dans les années 1820. Boris Karloff livre peut-être sa plus grande performance en tant que Cabman Gray, un pilleur de tombes qui fournit des corps à une école de médecine dirigée par le Dr McFarland.
Le film explore la corruption morale qui se propage à partir de leur arrangement impie, avec Bela Lugosi apparaissant dans un petit rôle en tant que serviteur maître-chanteur de McFarland. La scène la plus troublante du film n'implique aucun élément surnaturel ni violence graphique. Juste Karloff conduisant son fiacre tandis qu'un cadavre de femme est assis derrière lui. Alors qu'il chante The Bunny Banks au Loch Lomond avec une manie croissante, il imagine la femme morte chantant avec lui, se retournant pour la trouver assise bien droite. L'horreur vient du la désintégration psychologique de Gray et McFarlane alors que leur crime les consume. Réalisé pour seulement 130 000 $, le film illustre la philosophie de Lewton, selon laquelle l'horreur suggérée est plus efficace que la violence explicite. La célèbre scène du chanteur de rue où Karloff traque une victime potentielle dans des rues embrumées crée une tension insupportable sans montrer le meurtre. Au lieu de cela, la voix d'une chanteuse de rue aveugle se tait lorsque Karloff s'approche d'elle, puis reprend après son passage, nous disant tout sans rien montrer. Cette approche psychologique de l'horreur, où le monstre est la conscience humaine et la culpabilité, rend The Body Snatcher perturbant d'une manière que les menaces surnaturelles ne peuvent jamais égaler. Cat People, 1942. La première production d'horreur du producteur Val Lewton pour RKO a révolutionné l'horreur psychologique. Réalisé par Jacques Tourneur, ce film suit Irena Simon, une créatrice de mode d'origine serbe qui croit descendre d'une race de personnes se transformant en panthères lorsqu'elles sont émotionnellement ou sexuellement excitées. Son mari américain rejette d'abord ses craintes comme de la superstition, avec des conséquences tragiques pour tous les impliqués. Réalisé pour seulement 134 000 $, le film a rapporté près de 4 millions de dollars et a sauvé RKO de la faillite. Ce qui rend Cat People si troublant, c'est son utilisation brillante des ombres et du son pour suggérer des horreurs que le public ne voit jamais réellement. La célèbre scène de la piscine, où une femme est traquée dans une piscine par quelque chose que nous n'entendons et ne voyons que comme des ombres sur le mur, reste un modèle de terreur implicite. De même, la technique du bus, où la tension monte jusqu'à une attaque apparente pour être relâchée par une surprise bénigne soudaine avant que la véritable frayeur ne se produise, a influencé la réalisation de films d'horreur depuis. Le sous-texte du film sur la sexualité féminine comme quelque chose de dangereux et incontrôlable ajoute une autre couche de malaise. Irina craint de consommer son mariage car la passion pourrait déclencher sa transformation. Cette métaphore de la répression sexuelle et de la peur donne à Cat People une profondeur psychologique qui fait que son horreur persiste longtemps après que les films de monstres explicites ont été oubliés. Quand les lumières s'éteignent, qu'est-ce qui est plus terrifiant que le monstre que vous ne pouvez pas voir mais que vous savez être là? The Uninvited, 1944. Ne vous laissez pas tromper par les éléments romantiques. L'histoire de fantômes de Lewis Allen, avec Ray Milland et Ruth Hussey, fut le premier film hollywoodien à traiter les fantômes comme de véritables phénomènes surnaturels, plutôt que comme des canulars ou des hallucinations. Lorsque les frères et sœurs Rick et Pamela achètent un manoir en bord de mer à un prix étrangement bas, ils découvrent pourquoi. La maison est hantée par une tragédie impliquant la femme et la fille du propriétaire précédent. Contrairement à de nombreux films de maisons hantées, The Uninvited traite ces éléments surnaturels avec un sérieux mortel. Les manifestations commencent subtilement, des zones froides, l'odeur de fleurs de mimosa et une pièce qui fait pleurer inexplicablement les gens. Ce qui rend le film profondément troublant, c'est la façon dont il relie ses hantises à de sombres crimes humains. Infidélité, jalousie et possiblement meurtre. La scène de la séance où la véritable nature de la hantise commence à se révéler construit la tension de manière magistrale sans s'appuyer sur des effets spéciaux. Paramount a dépensé $1 million pour la production, une somme énorme pour une histoire de fantômes en 1944. Martin Scorsese l'a inclus dans sa liste des 11 films d'horreur les plus effrayants de tous les temps, notant comment il crée un sentiment de danger terrible. L'exploration par le film de la manière dont les péchés passés hantent le présent semble inconfortablement pertinente à toute époque. Certains fantômes ne reposent jamais parce que certains crimes ne peuvent jamais être pardonnés. C'est la vérité troublante au cœur de The Uninvited, Dead of Night, 1945. Ce film d'anthologie britannique réalisé par Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden et Robert Hamer a été pionnier du format d'anthologie d'horreur et présente l'un des segments les plus troublants du cinéma, le mannequin de ventriloque.
L'histoire cadre implique un architecte qui arrive à une fête dans une maison de campagne, où il devient convaincu d'avoir déjà vécu tout cela dans un cauchemar récurrent. Bien que plusieurs segments provoquent des frissons efficaces, c'est la performance de Michael Redgrave dans le rôle de Maxwell Frère, un ventriloque dont le mannequin, Hugo, semble avoir sa propre volonté, qui crée les moments les plus troublants du film. La détérioration psychologique de Frère, alors que Hugo semble affirmer de plus en plus son indépendance, culmine dans une scène où Hugo semble bouger et parler sans son ventriloque, un moment qui a terrifié les spectateurs pendant des générations. La structure circulaire du film, où la fin revient au début dans un cauchemar éternel, ajoute une autre couche d'angoisse existentielle. Les physiciens Fred Hoyle, Thomas Gold, anciens, et Herman Bondi a affirmé que la structure du film a inspiré leur développement de la théorie de l'état stationnaire de l'univers. Peut-être le seul film d'horreur à influencer l'astrophysique, le montage final où toutes les histoires s'effondrent les unes dans les autres dans une séquence de cauchemars surréalistes crée un effet désorientant qui semble étonnamment moderne. Dead of Night dérange parce qu'il suggère que la réalité elle-même pourrait être un mauvais rêve inéluctable dont on ne peut se réveiller. The Spiral Staircase, 1946. Le thriller psychologique de Robert Siodmak suit une femme muette nommée Helen, travaillant dans un manoir où un tueur en série cible des femmes avec des infirmités. Situé pendant un orage au début des années 1900 en Nouvelle-Angleterre, le film crée une tension insupportable à travers la vulnérabilité d'Hélène. Elle ne peut pas parler pour appeler à l'aide lorsque le tueur frappe. Les éléments les plus troublants du film proviennent des plans de perspective du tueur. En utilisant des techniques de caméra subjective innovantes, Siodmak nous montre la vision déformée du meurtrier. Lorsqu'il regarde des victimes potentielles, leur caractéristique affligée disparaît de sa vue. Ces plans, révolutionnaires pour 1946, rendent les spectateurs inconfortablement complices de la pathologie du tueur. Le motif, éliminer les femmes imparfaites, a des connotations eugéniques troublantes qui auraient résonné puissamment dans l'ère immédiatement post-Seconde Guerre mondiale. Le film a coûté $1 500 000 à RKO pour être produit et est devenu un succès à la fois critique et commercial. Alfred Hitchcock l'a cité comme une influence sur ses propres techniques de thriller. La scène où Helen réalise que le tueur est dans la maison avec elle, mais qu'elle ne peut pas crier à l'aide, crée une terreur primale qui transcende l'âge du film. L'escalier en spirale dérange parce qu'il comprend que l'incapacité à appeler à l'aide touche l'une de nos peurs les plus fondamentales. J'ai marché avec un zombie, 1943. Ne laissez pas le titre racoleur vous tromper. Cette production de Val Lewton, réalisée par Jacques Tourneur, est un film d'horreur psychologique sophistiqué qui transpose Jane Eyre dans un décor caribéen. Une infirmière canadienne arrive sur l'île fictive de Saint-Sébastien pour s'occuper de la femme catatonique d'un propriétaire de plantation. Alors qu'elle enquête pour savoir si l'état de la femme est dû à une fièvre tropicale ou à une malédiction vaudou, elle découvre de sombres secrets de famille. RKO a initialement attribué à Lewton le titre Tapageur et s'attendait à un film d'exploitation sensationnaliste. Au lieu de cela, il a livré une exploration nuancée du colonialisme, de la superstition et de la culpabilité avec un budget de seulement $162 000. Ce qui rend le film profondément troublant, c'est son ambiguïté. Nous ne sommes jamais certains si des forces surnaturelles sont à l'œuvre ou si la cruauté humaine et la maladie psychosomatique expliquent les événements. La célèbre scène où l'infirmière et sa patiente traversent les champs de canne à sucre la nuit vers une cérémonie vaudou crée une atmosphère de terreur onirique rarement égalée dans le cinéma d'horreur. Le film traite les pratiques vaudou haïtiennes avec un respect inhabituel pour 1943, les présentant comme une religion complexe plutôt qu'une superstition primitive. Pourtant, les images du grand sculpteur zombie aux yeux vides gardant le carrefour et de l'épouse aux yeux creux se déplaçant dans des états de transe créent un malaise primal. Le film dérange parce qu'il suggère que certains destins, comme la culpabilité, l'exploitation coloniale et leurs conséquences, sont inévitables, se transmettant à travers les générations comme une malédiction qu'aucune explication rationnelle ne peut dissiper. The Seventh Victim, 1943. Une autre production de Val Lewton, réalisée par Mark Robson, ce film d'horreur imprégné de noir suit une jeune femme à la recherche de sa sœur disparue dans Greenwich Village pour découvrir qu'elle est impliquée dans un culte satanique. Ce qui rend ce film particulièrement troublant, c'est sa vision du monde nihiliste. Rarement un film hollywoodien des années 40 a-t-il été aussi préoccupé par la mort, le suicide et le désespoir existentiel. Réalisé pour environ $150 000,
Le film était trop sombre pour le public de 1943 et a mal performé au box-office. Sa réputation culturelle a énormément grandi depuis. La scène la plus célèbre du film n'implique aucun élément surnaturel ni violence, juste la protagoniste découvrant une pièce contenant seulement une chaise et un nœud coulant prêt à être utilisé. De même troublante est la scène de meurtre sous la douche qui précède Psychose de 17 ans, où le harceleur d'une femme apparaît en silhouette derrière un rideau de douche. Le culte satanique est dépeint non pas comme des adorateurs du diable mélodramatique, mais comme des gens ordinaires qui croient simplement au palladasme, une philosophie qui privilégie la recherche du plaisir sans contrainte morale. Cette représentation réaliste les rend bien plus troublants que les occultistes théâtraux. La célèbre réplique finale du film « J'ai toujours always wanted to die » délivre un coup fataliste presque impensable dans le Hollywood en temps de guerre. The Seventh Victim dérange parce qu'il suggère que le vide et non les monstres ou la violence est la véritable horreur qui nous attend tous. La Nuit du Chasseur, 1955. Le seul effort de réalisation de Charles Laughton est un conte de fées cauchemardesque avec Robert Mitchum dans le rôle du révérend Harry Powell, un tueur en série avec amour et haine tatoué sur ses jointures qui poursuit 2 enfants pour trouver de l'argent caché. Ce rêve fiévreux de film mélange des visuels expressionnistes allemands avec une narration gothique du Sud pour créer quelque chose d'unique et troublant. Le film a été un échec critique et commercial à sa sortie, mettant effectivement fin à la carrière de réalisateur de Laughton. Il a depuis été reconnu comme l'une des plus grandes réussites du cinéma américain. Ce qui rend La Nuit du Chasseur si profondément troublant, c'est la performance de Mitchum dans le rôle de Powell, un homme qui utilise la religion pour justifier ses impulsions meurtrières. La scène où il poursuit les enfants dans les escaliers du sous-sol, hurlant comme un animal blessé lorsque ses doigts sont coincés dans la porte, le transforme d'humain en monstre mythique. Le plan sous-marin du cadavre de Willa Harper, les cheveux flottant dans le courant alors qu'elle est assise dans une voiture au fond de la rivière, figure parmi les images les plus belles et envoûtantes du cinéma. Le coût de production était d'environ 795 000 $, modeste pour son époque. Le directeur de la photographie, Stanley Cortez, a dit en travaillant avec Laughton, « Il n'y a que 2 hommes qui comprennent vraiment quoi faire avec une caméra, Orson Welles et Charles Laughton. Le film dérange parce qu'il comprend une vérité fondamentale. Pour les enfants, les adultes maléfiques ne sont pas seulement effrayants, ils sont des forces de la nature incompréhensibles, aussi implacables et inévitables que le courant emportant le corps de Willa en aval. Les yeux sans visage, 1960. Le chef-d'œuvre d'horreur français de Georges Franju suit un chirurgien qui kidnappe de jeunes femmes pour tenter des greffes de visage pour sa fille, dont le visage a été détruit dans un accident qu'il a causé. L'approche clinique du film envers son sujet horrifique crée un décalage troublant entre la beauté de la cinématographie et les procédures grotesques représentées. La séquence centrale troublante du film montre une opération de greffe de visage en détail clinique, un niveau inédit d'imagerie médicale graphique pour 1960. Lors des premières projections, des spectateurs se seraient évanouis pendant cette scène. Ce qui rend le film vraiment troublant, au-delà de son contenu graphique, c'est l'horreur émotionnelle de Christiane, qui passe la majeure partie du film à porter un masque vide et sans expression qui cache sa défiguration. Ce fantôme vivant errant dans la maison dans sa robe blanche crée une atmosphère de terreur éthérée qu'aucun sursaut ne pourrait égaler. Réalisé pour environ 180 000 $, le film a d'abord fait face à l'hostilité des critiques, mais a depuis été reconnu comme une œuvre marquante du cinéma d'horreur. Le réalisateur Franju a décrit son approche comme « l'esthétisme de l'angoisse, la poésie de la peur. L'influence du film se retrouve dans tout, de Halloween de John Carpenter à La Piel que Habito de Pedro Almodóvar. Les yeux sans visage dérangent parce qu'ils placent l'horreur médicale dans une atmosphère onirique où les frontières éthiques se dissolvent comme du brouillard, suggérant que le brillant chirurgien et le monstre sans cœur peuvent être une seule et même personne, et que la beauté obtenue par la cruauté est la monstruosité la plus troublante de toutes. Le Masque du démon, 1960. Les débuts de Mario Bava en tant que réalisateur ont révolutionné l'horreur gothique avec l'histoire d'une sorcière vampire exécutée au XVIIe siècle qui revient 200 ans plus tard pour se venger. La superbe Barbara Steele joue 2 rôles, celui de la sorcière Assa et de sa descendante Katja.
Le film s'ouvre sur l'une des séquences les plus choquantes de l'horreur, Asa étant condamnée comme sorcière, avec un masque satanique à pointe enfoncé dans son visage avant d'être brûlée sur le bûcher. Le film a coûté environ 100 000 $ à produire et a lancé la carrière légendaire de Bava dans l'horreur. Le style visuel de Black Sunday, avec ses ombres profondes, ses cimetières enveloppés de brouillard et ses intérieurs de châteaux baroques, a établi le modèle de l'horreur gothique italienne pour les décennies à venir. Ce qui rend le film vraiment troublant au-delà de sa violence choquante, c'est son atmosphère de corruption et de décomposition. La scène où la sorcière se régénère, son cadavre desséché se remplissant progressivement alors qu'elle draine le sang d'une victime, combine répulsion et sensualité de manière toujours dérangeante. Le film a été interdit au Royaume-Uni jusqu'en 1968 et a été fortement censuré lors de sa sortie aux États-Unis, où le distributeur American International Pictures a coupé près de 3 minutes de matériel jugé répréhensible. Même dans sa version coupée, l'image de la belle Steele avec des trous percés dans son visage par le masque a hanté une génération de spectateurs. Black Sunday dérange parce qu'il comprend que la beauté et l'horreur ne sont pas opposées, mais des compagnes intimes, la splendeur visuelle du film rendant sa violence d'autant plus transgressive. Carnival of Souls, 1962. Réalisé pour seulement 33 000 $ par le cinéaste industriel Herc Harvey, ce bijou d'horreur indépendant suit Mary Henry, la seule survivante d'un accident de voiture, qui se sent attirée par un pavillon de carnaval abandonné tout en étant traquée par un homme pâle mystérieux. Tourné en 3 semaines avec un casting non professionnel, le film crée une atmosphère d'angoisse existentielle que les grands studios avec des budgets illimités ont rarement égalé. Ce qui rend Carnival of Souls si profondément troublant, c'est sa liminalité. Mary existe entre deux mondes, sans jamais vraiment se connecter avec les vivants autour d'elle. La séquence la plus cauchemardesque du film montre Mary vivant un épisode dissociatif où personne ne peut la voir ni l'entendre, peu importe à quel point elle essaie désespérément d'interagir. Cette invisibilité, cette déconnexion fondamentale touche des peurs primordiales plus troublantes que n'importe quel monstre. Le pavillon abandonné de Saltaire, près de Salt Lake City, offre un décor véritablement inquiétant, sa grandeur délabrée étant le cadre parfait pour la célèbre séquence de la danse des morts du film. Harvey, qui joue également le principal spectre traquant Mary, n'a jamais réalisé un autre long-métrage. Bien qu'initialement rejeté comme un film de série B, Carnival of Souls a acquis un statut culte grâce à des diffusions télévisées nocturnes et est maintenant reconnu comme un jalon de l'horreur indépendante américaine. Le film dérange parce qu'il présente la mort non pas comme un choc soudain, mais comme une transition progressive désorientante, la perte ultime de connexion qui a peut-être déjà eu lieu sans que nous nous en rendions compte. Ce qui rend ces classiques si puissants, c'est leur vérité psychologique. Ils reconnaissent que la frontière entre la normalité et le cauchemar est bien plus mince que nous aimerions l'admettre. Donc, que vous soyez assez courageux pour revisiter ces chefs-d'œuvre troublants ou assez sage pour les laisser enfouis dans votre mémoire, leur influence continue de hanter le cinéma aujourd'hui. Pour plus d'analyses approfondies des classiques de l'horreur, abonnez-vous à notre chaîne Golden Age Classics. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, certains films sont troublants non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils réussissent trop bien ce qu'ils ont entrepris de faire. Faites de beaux rêves.